Nice, week-end de la Toussaint, 1977. Bagage à la main, Agnès Leroux, jeune héritière d'un casino, sort de l'immeuble où elle réside, face à la Méditerranée. Elle grimpe à bord de son imposant véhicule tout-terrain. Elle met le contact et démarre. Le 4x4 blanc s'éloigne. Agnès Leroux a prévu un long week-end au vert dans l'arrière-pays niçois. Elle ne réapparaîtra jamais, pas plus que son véhicule, pourtant pas très discret. S'est-elle suicidée? A-t-elle fugué? A-t-elle été victime d'un accident? A-t-elle été la cible d'un meurtre crapuleux ou d'un assassinat mûrement préparé? Est-ce elle la énième victime de la guerre des casinos qui fait rage entre son clan, la famille Leroux, propriétaire du palais de la Méditerranée, et le clan rival propriétaire du casino voisin, le RUL? Personne n'en sait rien. Faute de corps, l'enquête n'a pu lever aucun voile du mystère. On n'était pas tout à fait certain qu'Agnès Leroux était morte. Et ça, c'était quand même quelque chose d'important. Si on était parti d'un corps, d'un cadavre, l'enquête aurait été une enquête classique de police. C'est-à-dire qu'on aurait trouvé des indices, on aurait fait parler le corps, il y aurait eu l'autopsie. Là, on partait sur du vent. C'était vraiment quelque chose d'abstrait. Donc c'était vraiment une enquête très, très difficile. C'est pourtant la thèse de l'assassinat que retient la justice. Agnès Leroux, c'est sûr, est décédée. Elle a été tuée par un membre de sa famille qui aurait eu de bonnes raisons de lui en vouloir? Certainement pas. Par la pègre niçoise ou la mafia italienne? Peut-être. Par son amant de l'époque, l'avocat niçois Maurice Agnelet? Depuis le départ, la famille Leroux, comme les enquêteurs, se sont forgés cette certitude. Après la disparition d'Agnès, la logique était de s'intéresser à ses proches. Or, la personne qui était le plus proche d'Agnès à l'époque, c'était Maurice Agnelet. Maurice Agnelet, c'est quelqu'un qu'on connaissait. C'est quelqu'un que j'ai tutoyé. Nous nous connaissions, je dirais, presque intimement. Et c'est toujours un peu particulier, forcément, parce que de connaître quelqu'un et d'imaginer que ça puisse être un assassin. Donc ça, c'est assez particulier. Et pour que familialement, nous ayons eu cette conviction, il fallait que cette conviction soit forte. Il y a beaucoup de choses qui le désignent. On a beaucoup d'éléments indirects et tous les éléments convergent vers Agnelet. Je voudrais bien qu'il avoue. J'aimerais savoir ce qu'il a fait de ma fille. Je voudrais savoir comment, parce qu'il le sait, c'est lui qui l'a fait peut-être ou qui l'a fait faire, mais c'est pareil. Hein. Mais je veux savoir où est ma fille. L'assassin peut-être. Ce peut-être explique pourquoi cette saga judiciaire s'étale sur 30 ans, un cas unique dans les annales. C'est assez rare, c'est vrai qu'une procédure qui dure 30 ans se termine par un procès. L'affaire est interminable et pleine de rebondissements. Pendant 3 décennies, durant lesquelles Agnelet est resté en liberté, cette histoire impitoyable n'a fait que des victimes. Agnès Leroux, disparue à jamais bien sûr, mais aussi sa mère, Renée Leroux, ses frères et ses sœurs, et enfin les enfants de Maurice Agnelet. On connaît que la tempête depuis qu'on est petit. Grosso modo, la tempête, on sait ce que c'est. Et on a tous dégusté. Il y a la famille Leroux a dégusté aussi, mais nous, on a dégusté, on a une autre compte aussi. Et tous, on pourrait faire vivre une ribambelle de psy, quoi. Hein. D'autant que l'affaire Leroux-Agnelet est une histoire totalement folle. La justice, pas plus que les enquêteurs, n'a su répondre aux questions essentielles. Agnès Leroux est-elle morte? Sans doute, mais personne n'en a la preuve. Quand aurait-elle été tuée? Fin octobre, début novembre 77, probablement. Impossible d'être plus précis. Comment? Mystère. Où? C'est une énigme. Malgré cette équation insoluble, nombreux sont ceux qui répondent avec assurance aux 2 dernières questions. Qui? Ce serait Maurice Agnelet qui aurait tué Agnès Leroux. Pourquoi? Pour s'emparer d'une petite fortune malhonnêtement acquise par Agnès et planquée dans une banque suisse. 3 millions de francs, une somme monumentale à l'époque. Michel Henry, auteur d'un livre enquête sur Agnelet, l'homme que l'on n'aimait pas, est plus sceptique. On a déjà 36 000 hypothèses, et même les gens qui sont persuadés qu'il est coupable sont incapables de vous dire de quoi il est coupable. Ils disent oui, il est coupable de sa disparition. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il l'a assassiné? Rien. Effectivement, on peut se dire qu'il est
On peut penser qu'il est responsable de la disparition, mais comment s'est avérée cette disparition, on ne sait pas. Voici donc l'une des plus mystérieuses affaires criminelles des annales judiciaires. Une affaire qui se noue dans les années 70, à la grande époque de la guerre des casinos niçois. Un univers impitoyable où, sur fond de néons brillants, de liasses de billets, de bulles de champagne et de salles de jeux luxueuses, se croisent notables locaux, truands proches de la mafia italienne voisine, hommes politiques influents. Un cocktail explosif. À l'époque, dans les Alpes-Maritimes, ça dessoude sec. Au moins une mort violente par mois. Toute l'histoire débute en 1974 lors de l'inauguration d'un nouveau casino, le Ruhl, au numéro 1 de la célèbre promenade des Anglais. À sa tête, le sulfureux Jean-Dominique Frattoni, associé à une ribambelle d'amis corses et italiens, tous plus ou moins soupçonnés de liens avec la pègre ou pire, la mafia. Vous savez, ces histoires de mafia et de clans, à mon avis, c'est un peu dépassé. Hein. Je connais tellement de monde à Nice, en Corse, en France, à l'étranger. Et chaque fois, on me dit, mais ce sont des amis de M. Frattoni. Alors je dis, heureusement que j'ai beaucoup d'amis. Et quoi d'ailleurs de plus normal que des personnes qui se connaissent, qui sont d'origine d'un même village ou d'une même ville comme Nice ou la Corse se soient associées. Il est plus normal que des personnes qui s'associent se connaissent que des personnes qui s'ignorent. Donc, je ne vois rien d'anormal dans les associés du Ruhl. Logique aussi donc que Frattoni se rapproche de son vieux copain d'école, Jacques Médecin, alors maire de Nice. Tous deux élaborent un projet, faire des Alpes-Maritimes le Las Vegas européen. Le Ruhl devient le premier casino français et Frattoni a les moyens de mener à bien son projet pharaonique. Avant de créer de nouveaux établissements, l'homme d'affaires corse veut mettre la main sur les casinos concurrents aux siens. Il convoite surtout le Palais de la Méditerranée, l'élégant casino art déco de la promenade des Anglais qui trône à 200 mètres du flambant casino Ruhl. Ses concurrents lui résistent, qu'importe, s'il ne peut les acquérir à la loyale, il les aura à l'arrache. La méthode est redoutable. Il l'expérimente avec succès en septembre 1975 au casino de Menton. Une nuit, en 2 heures, victime d'une partie truquée par de faux joueurs et des croupiers complices, le modeste établissement perd plus de 3 millions de francs. Frattoni est là, au bar, et alors que le casino s'avère incapable d'honorer sa dette, il propose un dépôt égal aux pertes contre les clés de l'établissement. Il gagne la partie. Fort de son expérience, il tente le banco au Palais de la Méditerranée. La même année. Ses complices sont les mêmes qu'au casino de Menton. Des croupiers se sont laissés convaincre, là encore, de les faire gagner. Cette fois, en moins de 2 heures, le casino déjà financièrement asphyxié perd 5 millions de francs qu'il est incapable de payer. Le PDG du Palais de la Méditerranée, Maurice Guérin, est prêt à passer la main à Frattoni. C'est sans compter sur l'obstination de René Leroux, son associé, qui refuse de s'avouer vaincu. Et en un éclair, elle parvient à se faire ouvrir une ligne de crédit de 5 millions de francs dans une banque locale. Elle paye les dettes du casino et en prend la présidence dans la foulée. Cette fois, c'est elle qui garde la main. Bien sûr que tout est fait pour que je vende et je ne veux pas vendre le Palais de la Méditerranée. Non, mais Madame Leroux, il faut saluer son courage. Parce que moi, je l'ai connue très tôt à l'époque de l'affaire des casinos. C'était seul contre tous. C'était un peu le western, Nice, à l'époque. Hein. Il y avait... tous les gens ligués contre elle, hein. Et puis pas les gens, je veux dire les puissants de la ville, hein. Le journal local, la mairie, Frattoni, et puis les gens qui gravitaient tout autour de ça. Madame Leroux, plus personne ne voulait l'entendre parler, on l'accusait de tous les maux. Elle a résisté contre vents et marées et depuis cette époque, elle n'a cessé de mener le combat pour avoir la justice. René Leroux est une maîtresse femme. Ancien mannequin, elle a épousé le PDG de la Société des Bains de Mer de Monaco. C'est lui qui gère alors les richissimes casinos du Rocher pour le compte du prince. Pour mettre sa famille à l'abri du besoin, il investit sa fortune dans le casino du Palais de la Méditerranée en prenant 50% des parts. Ses associés, messieurs Elie et Guérin, détiennent l'autre moitié du capital. Au décès de son mari, René et ses 4 enfants, Catherine, Patricia, Agnès et Jean-Charles, héritent donc du casino en indivision. Tout leur patrimoine est rassemblé au sein de la société RLR René Leroux, dirigée sans partage. C'est
c'est elle qui est devenue le boss. Donc je pense qu'elle décide toute seule, ses enfants n'ont pas voix au chapitre, et elle mène sa barque et elle veut à tout prix garder le casino dans le giron familial. Pourtant, l'activité n'est pas de tout repos. Un soir ici, en postant une lettre, j'ai été matraquée. On ne m'a rien volé, pourtant c'était facile dans ma voiture. Et le lendemain, on a mis le feu au Palais de la Méditerranée, tout près de la salle de jeu. Il y a eu aussi cette balle qu'on m'a déposée dans mon bureau peu de temps après. Devenu PDG, dès 1975, René Leroux s'adjoint un conseil. Maurice Agnelet, un jeune avocat niçois qui lui a été recommandé. Militant du Parti socialiste, délégué local de la Ligue des droits de l'homme, membre influent de la franc-maçonnerie à 37 ans, c'est déjà un homme qui compte. Mais l'entente entre René Leroux et Maurice Agnelet fait long feu. Prêt à raccrocher sa robe d'avocat, le conseil se fait très vite gourmand. Monsieur Agnelet avait voulu, espérait avoir un rôle au Palais de la Méditerranée de directeur général. Je lui avais dit que c'était impossible. Il m'avait proposé alors un contrat en tant que conseil et avocat de la société, un contrat extrêmement cher d'ailleurs, que j'avais refusé également. Agnelet est donc débarqué, mais sur les marches du palais, il se fait une promesse, « Je me vengerai ». Après avoir montré son hostilité à Frattoni et à Agnelet, René Leroux se fâche aussi avec ses associés contre lesquels elle dépose 5 plaintes pour erreur de gestion. Excédés, ils préfèrent lâcher prise, ils vendent leur participation à des hommes de paille, représentant les intérêts du groupe Frattoni. Le loup a mis un pied dans la bergerie. Face à la situation, Agnès Leroux se rebelle. Le casino va mal. Mieux vaut, selon elle, faire comme les autres, vendre. Sa famille s'y oppose. Qu'importe, à coup de lettres recommandées, elle met en demeure sa mère de lui verser sa part d'héritage estimée au bas mot à 3 millions de francs. Le torchon brûle. Le casino perdait de l'argent, et donc le casino n'était pas en mesure de donner à Agnès l'argent qu'elle réclamait. Donc ça, c'est le raisonnement que faisaient tous les autres membres de la famille. Une famille qui commence à se déchirer. Agnelet le sait. Après avoir défendu la mère, il se rapproche de la fille pour devenir son conseil. Une faute déontologique indiscutable. Mais Agnelet n'est pas à sa près. Il se rapproche d'Agnès Leroux à tel point qu'il en devient l'amant. Très éprise, elle commence même à entretenir le don Juan. Je me rendais compte que ce personnage était strictement intéressé par le côté matériel d'Agnès, et c'était quand même un homme assez pervers intellectuellement et séducteur, un grand séducteur. C'est bien sûr, il a séduit Agnès qui a rencontré un prince et qui a tout fait pour vivre avec ce prince. C'était une personne excessivement vulnérable qui croyait vraiment en l'amour d'Agnelet et qui, je crois, aurait tout quitté pour lui. La réciproque n'est pas vraie. L'avocat niçois vit toujours avec sa femme, la mère de ses 3 enfants. Il a une maîtresse épisodique, une autre régulière, Françoise Losseur, riche héritière elle aussi, qui deviendra plus tard sa seconde épouse. Agnès devient donc la 4e dame dans son jeu. Amant et avocat d'Agnès Leroux, Maurice Agnelet devient aussi le conseil du casino Ruhl. Son PDG Frattoni s'ouvre à lui. Il a bien pris en sous-main la moitié du palais de la Méditerranée, mais impossible d'en prendre le contrôle. En cas de vote égalitaire, la voix du PDG René Leroux est prépondérante. Seule solution, qu'un des enfants Leroux trahisse sa famille. Agnelet a compris le message. Il organise une rencontre entre Agnès et Frattoni. Le Corse lui propose 3 millions de francs, l'équivalent de son héritage, pour voter contre sa mère. Accord conclu. L'argent est déposé en secret sur un compte en Suisse. Lors du conseil d'administration du 30 juin 1977, au moment du vote sur le renouvellement du mandat de PDG du casino, Agnès rejoint le clan Frattoni. René Leroux, la reine-mère, perd sa couronne. Un nouveau PDG est nommé, un proche de Frattoni qui, lui, est engagé comme contrôleur des services. Il est victorieux. Agnelet savoure sa vengeance, Agnès, elle, sort la tête haute. Il faut imaginer cette fille comme très extrêmement forte psychologiquement pour faire ce qu'elle a fait. Moi, je suis admiratif d'Agnès Leroux.
Sa famille est au 36e dessous, puisqu'elle perd le contrôle du casino à cause d'Agnès, donc c'est quand même vécu comme une trahison familiale. À partir de là, bon, son frère va essayer de un peu recoller les morceaux, mais avec sa mère, c'est évidemment la guerre. Dans le milieu des jeux aussi, la guerre des clans redouble de violence. Durant l'été 77, plusieurs proches de Frattoni passent l'arme à gauche. Parmi eux, le directeur des jeux du RUL et 2 des clients chanceux des fameuses parties truquées. Durant ce même été, Agnès Leroux se sent bien seule. En rupture avec sa famille, elle réalise que son amant aussi s'éloigne un peu plus d'elle. Pour remettre les choses au clair, elle lui propose un week-end en amoureux pour les fêtes de la Toussaint. Il accepte, comme il a accepté pour les mêmes dates, de filer le parfait amour à Genève avec son autre maîtresse, Françoise Losseur. A-t-il opté pour l'une ou l'autre opportunité? En a-t-il choisi une troisième? Ce sera une des clés de l'énigme. Car après ce week-end de la Toussaint, Agnès Leroux ne donnera plus jamais signe de vie. La disparition d'Agnès n'est signalée à la police niçoise que le 13 février 1978, 4 mois après le fameux week-end de la Toussaint. Très tard, trop tard. Donc ces longs mois où on fait rien, c'est-à-dire ni sa famille, ni Maurice Agnolet ne déposent plainte. Le problème des disparitions, c'est que si on fait rien au début, on se retrouve avec une enquête forcément qui est très difficile à mener ensuite. Autant dire que les Leroux ont dû s'expliquer sur ce retard. Ils reportent la faute dès les premiers jours sur Maurice Agnolet. Pendant des mois, puisque ça a duré des mois, il n'a eu de cesse que de me rassurer, alors qu'il n'aurait pas dû. Il aurait dû être très inquiet, forcément. Il rassure Jean-Charles Leroux en lui disant qu'elle est partie se mettre au vert. Mais c'est une manière de rassurer. Ça n'est pas là l'indice d'une culpabilité, d'une participation de sa part à un crime qu'il voudrait comme cela dissimuler. Personne ne parle encore de crime. On pense dans un premier temps à une simple fugue d'une personne majeure et libre. Le premier réflexe des enquêteurs est de perquisitionner au domicile d'Agnès. Là, punaisé sur la table à dessin, il découvre un mot. Agnès y a écrit « Désolé, mon chemin est fini, je m'arrête là. Tout est bien. Je veux que ce soit Maurice qui s'occupe de tout. » Se serait-elle suicidée? Pas impossible. À 2 reprises, 3 semaines auparavant, les 4 et 6 octobre, elle avait déjà intenté à ses jours. Lors de ses premières tentatives de suicide, Agnolet eut un comportement suspect. En alertant les pompiers, il ment sur son lien avec Agnès. Il omet de préciser qu'il détient les clés de l'appartement. Il se trompe même d'adresse. Est-ce que les policiers et les pompiers se sont plaints de ne pas avoir eu les clés? Pas du tout. Il est beaucoup plus rapide que les policiers et les pompiers y aillent tout de suite, passent par la véranda, il rentre dans l'appartement, c'est d'ailleurs ce qui s'est passé. On lui a reproché d'avoir commis un lapsus. Agnès habitait boulevard Carnot et il va dire boulevard Saint-Roch. Mais pas 30 secondes après ce coup de fil, le policier du Standard le rappelle sur le numéro qu'il a laissé, maître Agnolet. Boulevard Saint-Roch, que voulez-vous dire? Je me suis trompé, c'est boulevard Carnot. Enfin... Admettons qu'il ait confondu boulevard Carnot et boulevard Saint-Roch. Mais cette fois, Agnès a disparu. Sa voiture aussi. Malgré le mot d'adieu, tout cela ne ressemble guère à un suicide. La thèse est abandonnée. Les enquêteurs envisagent alors une vengeance au sein d'une famille en guerre. Souvenez-vous, Agnès a voté contre sa mère qui a perdu son siège de PDG du Palais de la Méditerranée. Elle a permis à Frattoni de prendre le pouvoir. Oui, on a eu des problèmes avec Agnès, on n'était pas d'accord stratégiquement sur ce qu'il fallait faire, sur la succession de mon père. Donc on a eu des disputes assez vives, mais de là à dire que c'était une famille éclatée, c'est absolument faux. Il y a toujours eu beaucoup d'affection, de tendresse les uns vis-à-vis des autres, même en pleine bagarre. Et d'ailleurs, c'était pas ce que la presse a bien voulu dire à un moment, et ce que surtout Agnolet a essayé de sous-entendre, parce que c'était ça l'intérêt, c'était de faire croire que nous avions intérêt à la disparition d'Agnès et de nous faire porter le chapeau. Ça a été assez immonde et assez récurrent.
Le suicide et la vengeance familiale exclus, la piste Frattoni s'ouvre tout en grand. On pourrait même dire la piste mafieuse. L'imposant véhicule tout-terrain d'Agnès n'est jamais réapparu. Faire disparaître tous les éléments de preuve, c'est la méthode de la pègre. La police n'a pas ménagé ses efforts pour retrouver la trace du 4x4, y compris hors des frontières. C'est-à-dire qu'il y a eu tous les moyens possibles, des diffusions au niveau européen. Il y a eu des survols de la région par hélicoptère. On a mis le paquet. Alors à l'époque, un 4x4 comme celui-ci, c'était quelque chose d'assez rare, même sur la Côte d'Azur, même dans une ville assez friquée. Et donc, ça aurait dû laisser des traces. Ce ne fut pas le cas. Aussi, les plus folles rumeurs ont couru à Nice. Et si elle avait été coulée dans le béton des pistes de l'aéroport ou des piliers d'autoroute alors en construction? Avec des regards entendus, le clan Frattoni est passé à l'action. Le PDG du RUL a des raisons d'en vouloir à Agnès Leroux. Il vient de découvrir qu'elle avait déjà vendu ses actions à sa mère. Elle n'aurait pas dû voter. René Leroux prépare une plainte pour faire annuler l'Assemblée générale du 30 juin. C'était une des hypothèses qui a été effectivement soulevée à l'époque en disant voilà, Frattoni n'est pas content, il a donné 3 millions mais il n'a pas eu ce qu'on lui avait promis en échange, il veut récupérer ces 3 millions et puis que peut-être il a des gens au-dessus de lui qui sont moins gentils que lui et qui décident de faire supprimer Agnès. D'autant qu'Agnès serait prête, dit-on, à faire machine arrière. Souvenez-vous, le 30 juin 1977, au cours de l'Assemblée générale des actionnaires du Palais de la Méditerranée, Agnès Leroux, qui possède 10 actions, quitte le clan familial et donne son vote à l'ennemi. La majorité bascule. Un nouveau président est nommé, un collaborateur de Frattoni. Il souhaite déposer le bilan et faire du Palais une juteuse opération immobilière. Agnès repasse du côté de sa mère pour tenter de s'y opposer. C'est alors qu'elle disparaît. Mais la disparition d'Agnès n'empêche pas la faillite, puis la vente du casino, ce qui permet à beaucoup de douter. La piste selon laquelle la mafia aurait pu faire disparaître Agnès, pour moi c'est une piste qui ne tient pas du tout, c'est une piste qui a été aussi mise en valeur par Agnolet pour, je dirais, noyer le poisson, pour donner des pistes alternatives. Et dans les conversations multiples qu'enregistrait Agnolet, il y en a d'ailleurs une fameuse entre lui et Frattoni, où Frattoni lui dit qu'il est très embêté qu'Agnès ne soit pas là. Il ne reste donc plus qu'un suspect, un amant au comportement étrange, Maurice Agnolet. C'est lui qui, en tout cas, a compris le premier qu'elle ne reviendrait jamais, qu'elle était morte. Ça, il l'a su très très tôt. En effet, de novembre 77 à mars 78, tous les proches d'Agnès laissent sur son répondeur téléphonique des messages de plus en plus inquiets. Tous, sauf Agnolet. Savait-il que c'était inutile? Il est entendu par les enquêteurs, mais l'interroger n'est pas chose facile, il ment sur tout. Sur son âge, sur ses relations avec Agnès, une simple cliente selon lui, sur son divorce d'avec sa première épouse qui vient d'être prononcé mais qu'il nie farouchement. Il se donnait un rôle en quelque sorte, qui n'était pas forcément le rôle qu'il avait tenu. Il était difficile à déchiffrer pour un policier. Or, quand un flic il a en face de lui un type qui ne veut pas déchiffrer, a priori c'est un suspect, il faut être clair. Mais faute d'éléments concrets, le suspect est libéré. Alors de fait, il est relâché, l'affaire va traîner encore des mois. Alors on s'est demandé pourquoi. Pourquoi la justice n'avait pas agi comme elle agit en cas ordinaire? Et c'est là que sont intervenues les relations maçonniques d'Agnolet. Agnolet, on l'a vu, est un franc-maçon assidu, de même que quelques hauts gradés de la police niçoise. Le raccourci est vite trouvé, les frères se serrent les coudes. Au départ, toutes les personnes l'ont protégé, et puis au fur et à mesure des années, eh bien, les personnes, en fin de compte, se sont rendues compte qu'il était un personnage particulièrement ambigu et pervers. On finit par perquisitionner à son cabinet d'avocat et on y fait une incroyable découverte, une photocopie du mot d'Agnès. Désolé, mon chemin est fini. La photocopie est datée 6 octobre 1977, la date d'une précédente tentative de suicide. Agnolet aurait-il organisé une mise en scène pour maquiller un crime en suicide? Aurait-il recyclé l'original de cette lettre manuscrite amputée de sa date pour la laisser en évidence punaisée sur la table à dessin d'Agnès?
sur cette table à dessin, qui était basculante, il n'y avait pas que ce mot signé d'Agnès Leroux. Il y avait une dizaine de documents, d'autres courriers, des documents bancaires, des journaux qui jonchaient cette table. Donc déjà visuellement, ce mot n'est pas isolé. Il est sur la table avec d'autres éléments. Et Agnulet l'affirme, c'est Agnès qui a tenu à photocopier le document pour en conserver une trace chez son avocat. Pour Maurice, c'était mieux ainsi. C'est un document qui a une charge émotionnelle importante pour elle comme pour lui. Elle va garder ce mot. La date en sera enlevée. Comment peut-on expliquer ce qui n'a pas d'explication rationnelle? N'est-ce pas? Je sais bien que c'est un élément de soupçon, mais soyez convaincus que ce n'est pas une preuve d'assassinat. Une preuve, policiers et magistrats sont convaincus d'en découvrir une quelques semaines après. Maurice Agnulet a quitté son cabinet. Il va bientôt être radié du barreau pour le délit de complicité d'achat de vote et a choisi de partir au Canada. Il laisse derrière lui une collection de livres de la Pléiade qui se révèle être un véritable agenda. Chaque fois qu'il lui arrivait quelque chose d'exceptionnel, effectivement, il achetait un livre de la Pléiade et il portait des annotations sur ce livre. Souvent un ou deux mots qui résumaient en fin de compte une rencontre, une date précise, un événement précis. En y regardant de plus près, on croit déceler dans cette collection 4 ouvrages qui pourraient donner une chronologie précise du drame dont fut victime Agnès Leroux. Tout commence le 17 mai 1977. Dans un volume consacré à Montaigne, Agnulet note « Genève Amitié ». Ce jour-là, il est en Suisse. L'accord entre Agnès et Frattoni vient d'être scellé. Un premier versement est déposé sur un compte secret. Au 30 juin 1977, jour du conseil d'administration, sur un livre de Gide, il consigne « Sécurité PMPV, PM, Palais de la Méditerranée, PV, Palais Vénitien ». En réalité, le véritable nom du bâtiment. Sécurité, Agnès a voté comme on lui a demandé. Le 7 octobre 1977, c'est un livre de Rimbaud qui reçoit une annotation. Classement dossier, le bateau ivre. Nous sommes au lendemain de la tentative de suicide d'Agnès. L'affaire pourrait chavirer. Finalement, le 2 novembre 1977, un volume d'Hemingway reçoit les mots de la fin. Reclassement dossier, liberté. Agnès a définitivement disparu. Pour moi, c'est assez clair. Ces annotations, en effet, reprennent la chronologie de l'histoire à des dates extrêmement importantes. Et c'est vrai qu'on peut considérer que c'est un peu la signature de son forfait. En découvrant ces ouvrages, les policiers prennent l'avantage, mais curieusement, ils ne transforment pas l'essai. L'enquête a certainement été en partie loupée par le juge d'instruction, essentiellement, lorsqu'on a découvert les inscriptions dans les livres de la Pléiade. C'est-à-dire qu'il y avait des... C'était pas une preuve formelle, mais c'était tellement troublant, ces indications qui rappelaient des faits concrets sur les relations entre Maurice Agnulet et Agnès Leroux, que ça valait le coup de l'interroger sérieusement. Or, on l'a laissé se reprendre, on n'a pas profité de l'effet de surprise. Il était déstabilisé à un moment, et là, l'enquête a été certainement loupée. Ils ont l'opportunité, très vite, de se rattraper en fouillant en Suisse. On le sait, Agnès Leroux a ouvert plusieurs comptes à son nom à l'UBS de Genève pour déposer les 3 millions de francs versés par Frattoni. Maurice Agnulet bénéficie d'une procuration sur ses comptes. Dès le début novembre 1977, il clôture tous les comptes de sa maîtresse, en ouvre d'autres à son nom dans une ville voisine et y dépose l'intégralité de la fortune d'Agnès. Comble du cynisme, il donne procuration à sa seconde amante, Françoise Losseur, sa future femme. On tient enfin un vrai mobile. Agnulet s'accapare la fortune d'Agnès. Il sait début novembre qu'elle ne la lui réclamera jamais. Ces mouvements d'argent, ce mot sur un livre de la Pléiade, Liberté, donnent une certitude au juge d'instruction. Agnès a disparu avant le 2 novembre 1977, durant donc bien le week-end de la Toussaint. Le 27, elle a prévu de partir en week-end, pour un long week-end avec Maurice Agnulet. Bon, il dit qu'il la voit le 26, elle va chercher tous les papiers de sa voiture pour faire un long voyage, et à partir du 27, plus personne
n'a de nouvelles. C'est donc durant ces 6 jours, du 27 octobre au 1er novembre 1977, qu'il est arrivé un malheur à Agnès Leroux. Ne reste plus qu'à vérifier scrupuleusement l'emploi du temps du dernier et unique suspect, Maurice Agnelet. Les 29 et 30 octobre, il est à Paris pour l'Assemblée générale de la Ligue des droits de l'homme. Il y est allé en train et rentré en avion. Françoise Losseur est venue le chercher à l'aéroport. Elle le confirme et Agnelet produit la facture de sa nuit d'hôtel à Paris. Du 30 octobre au 2 novembre, il est chez lui, dans l'arrière-pays niçois, avec sa femme et ses enfants. Tous en conviennent. Ne reste plus qu'une date, la journée du 27 octobre. Agnelet sort un témoin qui dit « Mais il n'a pas pu tuer Agnès ce week-end à tout ça, il était avec moi à Genève. » Le fameux témoin, c'est son autre maîtresse, Françoise Losseur. Elle explique qu'ils ont quitté Nice en voiture. Ils sont arrivés en fin de journée à Genève et ils ont dormi à l'hôtel de la Paix, face au lac. Le lendemain, le 28 octobre, le temps était tellement mauvais qu'ils ont renoncé à leur escapade helvétique. Françoise Losseur rentre à Nice. Elle fait un crochet par Lyon où elle dépose Maurice à la gare qui prend le train de nuit pour Paris. Il décrit la même histoire quand on l'interroge 1 an plus tard. Vous savez, quand 2 témoins, car ils sont témoins à l'époque, ils n'ont pas l'accès au dossier, à plus d'1 an d'écart, vous livrent 2 versions d'un week-end entier, sans aucune contradiction avec les mêmes détails, il y a une bonne présomption qu'ils disent la vérité. Les charges qui pèsent sur Maurice Agnelet sont tout de même lourdes. Il ment sur toute la ligne. Il semble savoir avant tout le monde qu'Agnès ne réapparaîtra jamais. Il note de façon codée dans des livres les différentes étapes qui mènent à la disparition de sa maîtresse. Il fait main basse sur sa fortune. Le voilà mis en examen pour le meurtre d'Agnès Leroux. Mais les faits sont têtus. Ses alibis pour le week-end de la Toussaint 77 semblent incontestables. Il bénéficie donc d'un non-lieu en 1985, confirmé en appel en 1986. Cette même année, il est condamné à 30 mois de prison ferme pour complicité d'achat de vote et recel d'abus de biens sociaux dans le volet financier de l'affaire Leroux. Mais le volet criminel semble être définitivement clos, d'autant qu'il ne se passe plus rien de 1986 à 1996 et que, au terme de ces 10 ans, l'affaire devrait être prescrite. Toujours aussi obstiné, René Leroux refuse de lâcher prise et a un éclair de génie. Si cette affaire est exceptionnelle, c'est surtout grâce à l'opiniâtreté de la mère d'Agnès Leroux qui n'a jamais cédé, qui a accepté que la justice oublie cette affaire et qui a fait ce qu'il fallait pour la relancer à chaque fois jusqu'à cette plainte pour recel de cadavres qui a abouti à des révélations et à des rebondissements. Avant que les faits soient prescrits, elle dépose une nouvelle plainte contre Maurice Agnelet et Françoise Losseur, désormais mariés, pour recel de cadavres, un délit cette fois imprescriptible. Ce tour de passe-passe judiciaire n'est pas toujours bien compris et accepté. Recel de cadavre, pour moi, recel de cadavre, c'est comme recel d'objets volés. On prend quelque chose, on le cache, machin. Recel de cadavre, il n'y a pas de cadavre. Sans doute, mais cette nouvelle plainte va bientôt faire rebondir l'affaire de façon spectaculaire. La plainte de René Leroux pour recel de cadavres contre Maurice Agnelet et Françoise Losseur prend du temps à porter ses fruits. Après avoir vécu ensemble au Canada, les amants terribles se sont séparés. Ils sont désormais à couteau tiré et leur divorce s'enlise dans d'innombrables procédures. Agnelet vit désormais au Panama, Françoise Losseur aux Antilles, et elle se fait tirer l'oreille pour répondre aux convocations du juge d'instruction. Ce n'est qu'en 1999, lorsqu'elle apprend qu'elle pourrait être mise en examen, qu'elle consent à rentrer en France. Face au juge, personne ne s'y attendait, elle fait volte-face. J'ai menti, Agnelet a fait pression sur moi pour que je dise qu'il était avec lui. En plus, c'est un sale type. Maintenant, il m'a fait toutes sortes de choses depuis qu'on est mariés, etc. Et elle revient sur ses déclarations. 20 ans plus tard, une illumination conduit Madame Françoise Losseur à dénoncer Maurice Agnelet devant le juge d'instruction et lui dire « Non, Maurice n'était pas avec moi à Genève ». Agnelet n'a plus d'alibi.
Pas si sûr, pensent ses fils. Ils se posent une légitime question. La déposition de leur belle-mère a-t-elle été obtenue à la régulière? C'est au cours de l'interrogatoire pour recel de cadavre qu'on va lui demander « Est-ce que vous étiez seul à Genève ?» Elle sait très bien que c'est une pression qu'on fait sur elle. Elle sait que si elle ne répond pas, l'inculpation est là directe. Et l'inculpation, ça veut dire la préventive, ça veut dire la prison. Elle sait ce que le juge veut entendre. Elle est en procès de divorce avec Maurice depuis 14 ans. Donc, elle fait ce revirement pour ces deux raisons. Pour ne pas aller en prison et pour divorcer plus facilement de Maurice. Ce n'est pas un revirement naturel, c'est un revirement sous pression. Quelle que soit la façon dont ce revirement a été obtenu, voilà Maurice Agnelet en difficulté. Son alibi s'est effondré. Il réside, on l'a dit, au Panama. Sans hésiter, il rentre en France pour répondre de ses actes. Jamais dérobé. C'est-à-dire qu'en 83, quand la justice le recherche, il est au Canada, il revient. En 99, quand l'affaire redémarre, il est à Panama. Je pense que s'il a envie, il reste à Panama et on ne pourra jamais l'en déloger. Et ben, il revient. Il a toujours fait les faces. Alors je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais c'est un des éléments du dossier. Pour moi, c'est un motif de fierté. Mon père ne s'est jamais défilé devant la justice. Il a toujours répondu présent. Avec célérité, hein. Il n'a pas fait traîner, jamais. Face au juge, Agnelet se défend pied à pied. Françoise Losseur affirme être allée seule à Genève. Elle produit le listing de l'hôtel. La chambre 102 est occupée par Françoise sous son nom d'épouse, Fuma. C'est elle. Aucun autre nom n'est enregistré. Était-elle effectivement seule? Pas si sûr. Moi, j'examine les documents qui sont au dossier et je vois le registre de l'hôtel de la Paix. Et je note que tous les clients de l'hôtel de la Paix, qui est un palace immense de Genève, sont seuls. Statistiquement, vous m'excuserez, mais c'est impossible qu'il n'y ait que des clients seuls à l'hôtel de la Paix une nuit. Ça veut tout simplement dire que le concierge de l'hôtel note un nom par chambre. Agnelet dépose une autre pièce au dossier, une attestation de l'hôtel de la Paix certifiant que monsieur et madame Françoise Fuma Losseur avaient dormi dans la chambre 102 la nuit du 27 au 28 octobre. Le document est daté de 1984. C'est Françoise Losseur elle-même qui l'a demandé pour prouver sa bonne foi. Maurice Agnelet, prudent, l'avait archivé. La juge d'instruction va tout de suite confier aux policiers mission pour vérifier l'authenticité de ces factures. Elles sont parfaitement authentiques. Face à l'évidence, Françoise Losseur change de version. Elle n'osait le dire. Elle a en fait passé le week-end avec une femme, une copine qui confirme, embarrassée. J'interroge cette copine. Vous avez 20 ans, vous êtes sans le sou. Avez-vous le souvenir de l'entrée de l'hôtel de la Paix? Il n'y a pas plus majestueux. Ah, maître, aucun souvenir. Avez-vous le souvenir d'un jet d'eau? Aucun souvenir. Avez-vous le souvenir de la ville dans laquelle vous étiez? Ah, aucun souvenir, je me souviens qu'il y avait un lac. Seule chose certaine, Françoise Losseur ment au moins une fois, en 78 ou en 99. Quand faut-il la croire? Les seuls documents sur lesquels fonder une certitude sont ceux fournis par Agnelet, dont personne n'a pu démontrer qu'ils étaient faux. On l'a vérifié, car à partir de 2000, on reprend méticuleusement l'enquête à zéro. Tout le boulot qu'ont pas fait les juges d'instruction dans les années 80, au moment où ils auraient dû les faire, il a été fait à partir des années 2000, donc avec plus de 20 ans de retard, qu'est-ce que vous voulez retrouver? Effectivement, on a creusé le dossier en profondeur, au propre comme au figuré. On y est allé à coups de pioche sur les indications du détective belge André Roge, engagé par René Leroux. Ma conviction depuis 3 ans et demi, c'est que Agnès a été assassinée dans l'appartement qui est ici, juste en dessous. Ici, dans les environs, il y a encore des preuves de l'assassinat d'Agnès Leroux. Je ne peux pas imaginer autre chose que le corps. Françoise Losseur a vécu dans cette villa. Elle a été fouillée, comme l'ont été les caves du cabinet d'Agnelet, sa maison et bien d'autres lieux encore. Tous les espoirs sont tombés. On n'a jamais retrouvé le corps d'Agnès. Moins encore son énorme 4x4 blanc. Aussi, ne retient-on contre Agnelet que les charges qui existent depuis toujours, celles qui étaient déjà là en 1985, lors du premier non-lieu prononcé faute de preuves. On en revient aux mensonges d'Agnelet, ceux des premiers jours devant les policiers. Mais l'avocat niçois a-t-il menti, comme on le pense, pour cacher un meurtre? Les mensonges de Maurice Agnelet pendant sa garde à vue, qu'on lui reprochera tout le temps
longtemps jusqu'à la fin de la procédure, n'avait pas pour objet de faire écran au crime qu'il n'a pas commis, mais au délit financier qu'il avait bien commis en revanche. Pour ce délit que personne ne connaissait alors, Agnelé risquait une peine de prison et sa radiation définitive du barreau. C'est bien ce qui s'est passé. On retient aussi contre lui les désormais célèbres annotations des volumes de la Pléiade, celle-là même qui ponctue la chronologie de la disparition d'Agnès, un élément accablant, plus difficile à défendre. Bien entendu, si l'on part de l'a priori que Maurice est coupable d'un assassinat, ces écritures-là prennent un sens particulier. Maurice a toujours dit que ces annotations étaient des évocations littéraires. Montaigne, Amitié, Rimbaud, Le bateau ivre, est-ce que ça n'en est pas? Et Hemingway, La liberté, est-ce que ce n'est pas vraiment le poète de la liberté? Et qu'il marque reclassement dossier? Oui, parce qu'à ce moment-là, PMPV, l'affaire a abouti. Vous savez très bien qu'à ce moment-là, toute la transaction d'avec Frattoni est régularisée et tous les paiements sont faits. Ce n'est pas faux. Si ces références littéraires peuvent être interprétées comme une chronologie de la disparition d'Agnès, elles ponctuent de la même manière les moments clés de la transaction avec Frattoni. Le 17 mai, Genève-Amitié, l'accord est conclu. Le 30 juin, sécurité, le conseil d'administration s'est bien passé. Le 7 octobre, le bateau ivre classement dossier, le conseil d'administration risque d'être annulé, l'affaire Tang. Le 2 novembre, liberté, l'argent est bloqué. Voilà Agnelé libéré d'un poids, car c'est ce qu'il a toujours soutenu. S'il clôture les comptes d'Agnès et transfère les 3 millions de francs sur des comptes ouverts à son nom, c'est à la demande de Frattoni. Lorsque Jean-Dominique Frattoni constate qu'Agnès l'a grugé, il n'y a pas d'autre terme, à ce moment-là, il demande à Agnès et à Maurice Agnelé de geler l'argent. Cet argent doit être à disposition parce qu'il pourrait le réclamer si l'opération commerciale n'allait pas à son terme. C'est l'argent d'Agnès Leroux, lui-même n'en touchera jamais un franc. Il faut que cet argent soit mis de côté. Or, cet argent est resté à sa disposition pendant 1 an et plus, jusqu'à ce que la justice le bloque. Nous sommes fin 78. Est-ce que vous imaginez vraiment qu'un homme qui a voulu extorquer l'argent de sa maîtresse et qui l'aurait même assassiné pour ce faire, garde l'argent tranquillement, le temps que la justice le saisisse sur un compte où chacun sait que cet argent figure? Oh, quel voleur, quel assassin, hein? Et c'est vrai, l'argent d'Agnès a toujours été considéré comme le mobile du crime. Or, Agnelé n'en a jamais touché un centime. Il l'a même plutôt bien fait fructifier. Les 3 millions de francs d'alors représentent plus de 10 millions d'euros aujourd'hui. C'est sur des charges bien affaiblies que s'ouvre à Nice, fin 2006, le procès de Maurice Agnelé, poursuivi pour assassinat, meurtre avec préméditation. Les débats durent 1 mois, durant lequel sont examinés tous les points de ce dossier copieux, interminable et complexe. Le verdict tombe le 20 décembre. In fine, il y a ce délibéré qui dure 4h30 et où l'on apprend qu'il est acquitté, on l'a su ensuite, à 1 voix près, alors qu'il y a à l'intérieur de la cour d'assises, c'est-à-dire pas les jurés mais les magistrats, un terrible conflit entre le président de la cour d'assises et l'un de ses assesseurs. Donc c'est une ambiance très particulière. Qu'importe, Maurice Agnelé est acquitté, innocent. Ses enfants se sentent pousser des ailes. Alors au soir de l'acquittement, waouh, on retrouve un peu ouais. On n'est pas personne, quoi. On nous a cru. On nous a écoutés, on nous a cru. Il y a une chape qui s'est enlevée et où, eh ben, rien n'était pareil. L'avenir était possible, une page s'était tournée. Cette page de pur bonheur ne sera que de très courte durée. Les fils de Maurice Agnelé n'auront été libres, légers, heureux qu'une semaine, une petite semaine, jusqu'à ce qu'ils apprennent que le parquet fait appel de la décision d'acquittement. Je crois que le plus gros coup qu'on ait pris, mon frère et moi, c'est l'appel. Ah oui, parce que là, on a enfin décollé, on s'est enfin senti, et on recommence. Je ne comprends pas que le parquet, la justice,
Et fait appel, je comprends. Je l'aurais tout à fait compris de la part des Leroux. On l'espérait, puisque la partie civile ne peut pas faire appel. Hein. C'est seul le parquet, donc on espérait que le parquet... La logique judiciaire voulait que le parquet fasse appel, ce qui a été le cas. Mais définitivement non au soulagement de la famille Leroux répond l'incompréhension et la détresse de la famille Agnelet. Pourquoi la justice fait appel d'une décision juste judiciairement? Bien sûr que ça révolte que ça a révolté à l'époque les Leroux, mais quand on parle judiciairement, c'est une décision juste et c'est la justice qui va encore faire appel. C'est de l'acharnement. Pourquoi faire appel d'une décision juste? Quand c'est juste, c'est juste. Curieusement, à l'ouverture du second procès d'assises à Aix-en-Provence en 2007, les Leroux doutent à leur tour. Après 2 non-lieux et un acquittement, ils ne savent plus par quel bout prendre le dossier. J'ai vécu ce second procès de manière beaucoup plus dure. J'étais vraiment... c'était très, très, très pénible. Pression psychologique. Il y avait vraiment une tension palpable. On a été beaucoup attaqué, beaucoup plus attaqué qu'à Nice par Agnelet et ses avocats. Donc c'était dur, d'autant qu'on avait un petit peu décidé de ne pas trop répondre à ces attaques. La défense a été particulièrement habile. Elle a effectivement fait de ce procès une équation simple. Où, quand, comment, on ne peut pas répondre à ces questions, donc vous devez acquitter. Mais l'équation était fausse. Où, quand, comment, on ne sait pas. On a essayé de savoir pendant le procès, mais on n'avait pas de réponse certaine. Ça rend la position de l'accusation beaucoup plus difficile. Ça rend la tâche des jurés encore plus difficile. Mais ça n'interdit pas de condamner. Et c'est pourquoi j'ai dit, le bénéfice du doute, il est absolu. Si vous avez le moindre doute, vous devez acquitter. Mais en revanche, j'ai dit, attention, ce n'est pas le bénéfice du doute, ce n'est pas le bénéfice du cynisme. Car il ne suffit pas de ne pas retrouver un cadavre pour ne pas pouvoir rechercher et condamner l'éventuel coupable. Sinon, ce serait un appel lancé à tout criminel en puissance. Si vous voulez supprimer quelqu'un, supprimez aussi les cadavres. Au terme d'un nouveau mois d'audience pendant lequel on a seriné les mêmes histoires, les mêmes faits, les mêmes mensonges, les mêmes hypothèses, les mêmes incertitudes, les jurés de la cour d'assises d'Aix-en-Provence se retirent pour délibérer. Le verdict prend 1h15 de délibéré, et je crois savoir que ça a été à la quasi-majorité des jurés. On est en cour d'assises d'appel, il y a 15 jurés, et je crois que très peu n'ont pas voté la culpabilité de Jean-Maurice Agnelet. Et on n'a pas eu le temps de revenir. On arrive à la porte extérieure du tribunal, et c'est l'avocat qui sort et qui nous annonce ça. C'est une catastrophe 20 ans. Moi-même, j'ai ressenti le verdict comme un verdict violent. Une délibération aussi brève, avec un verdict aussi ferme et aussi lourd, c'est quelque chose qu'on a tous ressenti de manière violente. La brièveté du délibéré est à l'évidence la marque d'une conviction très forte. Une conviction puissante qui rejoint celle que s'étaient forgées les Leroux depuis les premiers jours de l'enquête. La condamnation d'Agnelet acquise, ils vont pouvoir tourner la page. Le véritable point final, ce serait de retrouver le corps d'Agnès. On ne le retrouvera jamais. Donc il faut avoir la sagesse personnelle de mettre un point final. Et pour moi, ce sera un point final de toute façon. Parce qu'on s'est fait une raison sur Agnès. Se faire une raison, pour la partie adverse, c'est au-delà de ses forces. 20 ans de prison. Pourquoi 20 ans? Incroyable, c'est ce qui m'a mis KO véritablement. Alors là, la justice, je me dis, mais alors c'est quoi exactement la justice qui peut un jour dire acquitté et moins d'un an plus tard, alors que la justice, sur cette affaire, elle a quand même pris son temps, elle a pris 30 ans. Moins d'un an plus tard, on met coupable, alors que véritablement, pendant ces 10 mois, alors là, au gramme près, il n'y a pas eu d'éléments nouveaux. Que la justice l'ait condamné, c'est un crime judiciaire. C'est la loterie. Vous savez, devant ces 2 cours d'assises, j'ai plaidé pour demander aux juges, aux jurés, où, quand, comment Agnès Leroux aurait été assassinée.
et pour leur dire que s'ils ne pouvaient pas répondre à ces questions fondamentales, ils ne pouvaient pas dire qui était le coupable. À Nice, la justice a été rendue, mais pas à Aix-en-Provence. Obstiné, têtu comme l'a été René Leroux, c'est maintenant Maurice Agnelet et ses enfants qui refusent de lâcher prise. Très en colère, ils se disent prêts à continuer le combat. Cette colère face à l'injustice, il n'y a rien de plus puissant. Donc c'est sûr et certain que j'irai aussi jusqu'au bout. Cassation, Cour européenne des droits de l'homme, requête en révision. Le condamné par la voix de ses fils se dit prêt à épuiser tous les recours pour faire entendre sa vérité. Si l'affaire Agnès Leroux semble être définitivement refermée, l'affaire Maurice Agnelet ne fait sans doute que commencer.